Alors, bonjour tout le monde. Notre web journal d'hier soir a été tout simplement effacé par YouTube en invoquant une question de droit d'auteur. Ils ne font jamais ça pour des questions de droit d'auteur. Alors, voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement enlevé la section qui semblait problématique. C'était sur le système de crédit social chinois. Je faisais le lien avec la COVID. Ça n'a pas semblé plaire. Alors, je le republie ici avec des modifications en espérant que vous y trouverez votre compte et que la vidéo tiendra. Bon visionnement. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 20 septembre 2020. On va parler ce soir de cette bombe qui a été lâchée sur les réseaux sociaux. En fait, le directeur de la santé publique de Montréal-Ouest admet finalement que la COVID n'est pas plus dangereuse que la grippe, c'est-à-dire que le gouvernement du Québec, un représentant du gouvernement du Québec associé à la santé publique, un employé de la santé publique, admet à la télévision, à CTV, le réseau anglais, à heure de grande écoute, que la COVID, c'est finalement comme la grippe, donc exactement ce que nous efforçons de démontrer depuis 7 mois. Alors, ça ici, c'est incroyable comme nouvelle. Non seulement qu'un scientifique, il y a plusieurs médecins qui en ont parlé, mais là, présentement, on parle d'un représentant officiel, un docteur émérite, hein, le docteur Lawrence Rosenberg, docteur émérite qui dit, ouais, ben, c'est pas plus dangereux qu'une grippe. Donc, on va aller voir ça. On va parler aussi de Horacio Arruda qui, en l'absence totale d'une deuxième vague, je veux dire, le premier ministre Legault disait la semaine dernière qu'il n'y avait pas de deuxième vague, il n'y avait apparemment pas d'hospitalisation puis pas de mort, et Arruda a été pris en flagrant délit je veux dire, de la santé publique a été prise en flagrant délit de gonflement de chiffres d'hospitalisation. Les journalistes ont même posé des questions hier, il me semble, ou je ne sais pas, c'est peut-être la semaine dernière. Ils ont été obligés d'admettre en conférence de presse qu'il y a des personnes qui étaient sur la liste des hospitalisations qui ne devaient pas y être. Donc, encore une fois, pour gonfler les chiffres. Et le journaliste a posé la question en disant, est-ce que ça va gonfler artificiellement les chiffres? Alors, on commence à utiliser le langage de Radio-Québec. Bravo à ce journaliste qui a osé poser une bonne question. Donc, en dépit, en l'absence de toute deuxième vague, Arruda qui a annoncé dans des conférences privées sur Zoom, hein, c'est une plateforme de discussion numérique, Zoom, à des personnels, du personnel de la santé dentaire qu'il y allait avoir une vaccination de masse de toute façon au Québec et qu'ils allaient mobiliser, qu'il allait manquer d'infirmières et qu'ils allaient devoir mobiliser les personnes, je veux dire, les employés dans les soins dentaires pour administrer le vaccin, c'est-à-dire une gigantesque campagne de vaccination alors qu'il n'y a aucun besoin de vaccination présentement. Évidemment, là, on se rend compte qu'ils ne font ça que pour alimenter l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas de besoin dans la population d'un vaccin à ce moment-ci. Il n'y a rien qui le démontre, mais les trains sont déjà partis, hein, comme on dit. Et puis, on va voir finalement, en troisième lieu, comment l'État utilise la peur pour faire avancer le gigantesque et controversé dossier de l'identité numérique et du passeport immunitaire. Ça fait un certain temps qu'on en parle. En fait, c'est arrivé à peu près en même temps que l'année dernière, là, à l'automne dernier, en France, on parlait d'ALICEM, hein, la reconnaissance faciale pour avoir une identité numérique. Ici, il y a le ministre Éric Kerr qui est responsable de ça. On va voir de quelle façon ça s'imbrique avec le système de crédit social chinois, le passeport de vaccination, etc. Et de quelle façon ils utilisent la peur de la pandémie pour pousser un dossier controversé que personne n'accepterait s'il n'était pas terrifié. Présentement, au Québec, en France, en Suisse, en Belgique, il n'y a plus de débat public. On n'est plus en démocratie, comme a dit le lieutenant-gouverneur du Québec. Les gens sont terrorisés, il n'y a plus de discussion.
Or, c'est le genre de dossier dont il faudrait parler. L'identité numérique et le passeport immunitaire. Mais comme beaucoup de dossiers comme ça, on va utiliser la peur d'une fausse menace du COVID pour faire passer ça en catimini en France, au Québec et un peu partout. Alors, c'est bizarre. Malgré ce que dit le docteur Rosenberg et le premier ministre du Québec, on a, je veux dire, étrangement, je veux dire, le scientifique en chef du Québec qui nous dit que la deuxième vague est commencée. Je veux dire, imaginez à quel point les personnalités maintenant, à ce moment-ci, qui vont dans les médias pour faire peur, pour faire ce genre de déclarations-là, perdent de la crédibilité. Ce gars-là vient de perdre toute sa crédibilité. Le scientifique en chef du Québec, imaginez, là, je veux dire, ça se demandait s'il n'y a pas des conflits d'intérêts sous-jacents à ce genre de déclarations-là. Il y a les journaux qui continuent à nous faire peur, hein, du relâchement, même en résidence. Et là, le Journal de Montréal qui nous titre avec la photo d'une jeune femme aux soins intensifs avec un respirateur. Ça pourrait être ma fille, peut-être votre fils, etc. Tu sais, pour personnaliser et pour faire peur. Alors, le scientifique en chef qui contredit le premier ministre du Québec, doit-on lui rappeler à ce... Je veux dire, c'est un scientifique qui est censé avoir fait des statistiques. Statistiques, ça fait partie du cursus universitaire quand tu vas en sciences, là, même en sciences sociales. Moi, j'ai dû passer un cours de statistiques. Alors, écoutez, M. Quirillon, il y a moins de 1% des cas qui reviennent positifs. Comprenez-vous que sur 30 000 et bientôt 35 000 tests, il y a à peu près 1%, moins que 1% qui reviennent positifs. Ce n'est pas une deuxième vague, ça, M. Quirillon. Et sur ces cas positifs qui arrivent, on en a parlé, il y a 50% minimum de faux positifs. Alors, je veux dire, le virus a complètement disparu, je veux dire, est totalement inoffensif. Présentement, ça ressemble à ça au Québec. Alors, vous avez en vert le nombre de tests, en jaune le nombre de cas détectés et en rouge le nombre de morts. Vous voyez bien hein, que ça n'a aucun sens. En haut, le pic, c'est à 30 000 à peu près. Et là, on nous annonce une deuxième vague. C'est une deuxième vague de cas choses, là. C'est une deuxième vague de cas. Ce n'est pas une deuxième vague qui nécessite des hospitalisations. On n'a pas à... Il y a Arruda, encore une fois, la semaine dernière, qui disait « On veut réaplatir la courbe. » Quelle courbe? Une courbe de cas. Je veux dire, c'est complètement farfelu. On est comme dans Alice au pays des merveilles, là. Ces gens-là, je veux dire, c'est comme la roue qui tourne tout seul, qui ne touche plus à la réalité. Et on va terminer, c'est ça, donc, avec, c'est ça, donc, faire le lien de tout ça avec le système de crédit social. Voilà. Alors, je passe tout de suite à la nouvelle avec Rosenberg. Donc, Rosenberg, qui était en entrevue à la chaîne CTV, j'ai vu le clip passer sur Twitter, je l'ai téléchargé et j'ai retrouvé l'entrevue. Ça a été difficile à trouver, mais elle était ici. Donc, si vous allez sur parce que vous allez vouloir peut-être vous en servir, là, je vais faire une vidéo, je vais la partager sur Twitter, sur Facebook, etc. Mais pour que vous ayez la référence, donc c'est ici. Si vous allez sur CTV News Montréal, c'est la dernière, vous tapez le mot-clé Rosenberg. Vous allez tomber sur une liste de vidéos où M. Rosenberg parle, le Dr. Rosenberg parle, et c'est la dernière en liste, c'est-à-dire « Why do Canadians get a flu shot later? » OK? Alors, c'était le 14 septembre dernier. Je rappelle que le Dr. Rosenberg est un docteur émérite, probablement un des docteurs les plus qualifiés de la communauté anglophone. Donc, il est sur le conseil d'administration du CIUSSS, du centre-ouest de l'île de Montréal, et heureux d'annoncer le renouvellement du mandat du professeur Lawrence Rosenberg à titre de président, directeur général de ce réseau. Le mandat est devenu officiel le 1er avril 2018 et se poursuivra jusqu'en 2022. Ça, c'est sur le site de la Santé publique du Québec. Vous l'avez aussi à l'hôpital juif de Montréal ici, encore avec, je veux dire, son pedigree qui est absolument impressionnant. Donc, il a été le directeur de l'hôpital juif de Montréal. Il a enseigné à McGill. En tout cas, un CV long comme le bras. Ce gars-là va venir nous dire que finalement, c'est juste une grippe. OK? Alors, ce n'est pas Alexis et les conspirationnistes qui parlent, c'est le docteur Lawrence Rosenberg. Je vous présente le clip. Vous avez la traduction. J'ai fait la traduction en dessous. Elle est peut-être un petit peu petite. Je m'excuse. On fera mieux la prochaine fois.
Dr. Lawrence Rosenberg is the Executive Director of the Jewish General Hospital. He's also the President and CEO of the Health and Social Services Network for West Central Montreal. Thank you so much for joining us again, Dr. Rosenberg. Good afternoon, Sumi. So, what do we know, Dr. Rosenberg, about this virus that we didn't know 6 months ago? Well, it is a respiratory virus, much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. Alors, je m'excuse, les gens, des fois, n'aiment pas ça que je pose, mais il vient de dire que c'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Alors ça, c'était le 14 septembre dernier. C'est confirmé, la santé publique du Québec vient d'affirmer que le COVID n'est probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Voilà. It probably is at least equally as transmissible as seasonal flu. And unlike seasonal flu, which has a tendency to affect the very old and the very young, this seems to have been a virus that affected the very old and those with existing medical conditions. Alors, êtes-vous capable de lire les sous-titres ou bien c'était trop petit? Je pose trop petit, hein, c'est ça, je m'excuse. Alors donc, je vais le repasser. J'ai une deuxième version de ça, où est-ce qu'on va s'arrêter, puis je vais vous lire les sous-titres. Je voulais montrer la version intégrale en premier, et après ça, on a une deuxième version. Dr. Lawrence Rosenberg is the Executive Director of the Jewish General Hospital. He's also the President and CEO of the Health and Social Services Network for West Central Montreal. Thank you so much for joining us again, Dr. Rosenberg. Good afternoon, Sumi. So, what do we know, Dr. Rosenberg, about this virus that we didn't know 6 months ago? Alors, elle pose la question, que sait-on de ce virus maintenant que nous ne savions pas il y a 6 mois? Well, it is a respiratory virus, much like the seasonal flu. Alors, c'est un virus respiratoire, un peu comme la grippe saisonnière. Voilà, c'est exactement ce que Donald Trump disait il y a 6 mois. It's seasonal. C'est saisonnier, ça disparaît durant l'été, puis après ça, ça revient pas très fort par la suite. Il n'y a pas de deuxième vague. Mais je veux dire, vous allez écouter Tobiana là-dessus. Là. Donc, c'est un virus respiratoire un peu comme la grippe saisonnière. C'est pas un virus spécial. The seasonal flu. Much like the seasonal flu. What we've learned is that it probably isn't much more dangerous than seasonal flu. C'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Probablement pas plus dangereux que la grippe saisonnière. Après tous les chiffres, il y a tellement de personnes qui l'ont dit, il y a tellement d'études qui ont été démontrées qui prouvent que c'est pas un virus dangereux. Maintenant, c'est un représentant du gouvernement du Québec qui le dit. It probably is at least equally as transmissible as seasonal flu. Donc, aussi contagieux que la grippe, pas plus contagieux. C'est probablement aussi transmissible que la grippe saisonnière. Et contrairement à la grippe saisonnière, il frappe surtout les vieux et non pas les vieux et les jeunes. Parce que la grippe, c'est les vieux et les jeunes. Et lui, il dit que les jeunes sont pas à risque, c'est juste les vieux. Unlike seasonal flu, which has a tendency to affect the very old and the very young, this seems to have been a virus that affected the very old and those with existing medical conditions. Donc, qui affecte les plus vieux et ceux qui ont une condition médicale préexistante. Voilà. C'est terminé le COVID, c'est terminé. C'est aussi dangereux que la grippe. On n'a pas besoin de se promener avec des masques comme je veux dire, on n'a pas besoin de toutes ces mesures de psychopathes qu'on nous impose, de la distanciation sociale, etc. On peut se créer une immunité collective. Ce n'est pas un virus qui est très dangereux. Ils ne nous laisseront pas créer l'immunité collective parce qu'ils veulent nous garder bien, comment je pourrais dire, frais pour le vaccin. C'est ce que j'ai dit à Jeff Fillion. Hein. Si on a l'immunité collective, ils ne peuvent pas nous imposer un vaccin. Le vaccin est superflu. Parce qu'on est immunisé. On n'a pas besoin de vaccin, on est immunisé. Alors, c'est pour ça qu'ils ont tassé complètement toute cette histoire d'immunité collective qui est ce qui se passe naturellement dans les communautés où est-ce qu'un virus saisonnier comme la grippe arrive, on se développe l'immunité collective. Mais là, ils ont complètement fait disparaître l'immunité collective du débat pour nous garder frais et dispo pour le vaccin. Maintenant, je vous fais écouter un clip de Laurent Toubiana qui dit
ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'à 97% de tests négatifs, le virus ne circule plus. Il n'y a plus de virus. Le virus, je veux dire, il n'y a plus de virus, entre guillemets, là, de virus dangereux. Le virus ne circule plus et cette histoire de deuxième vague est une pure fabulation. OK? Alors, on envoie ça directement à Quirion et à Arruda. Il y a un problème de test, et si oui, quel est le problème des tests? Les bras m'en tombent, si vous voulez. Le problème de test, c'est qu'on arrive, comme d'habitude, comme les carabiniers d'Offenbach, toujours après la bataille, si vous voulez, que ce soit pour les masques, que ce soit pour les tests. Aujourd'hui, les tests ne disent plus. Ils sont pas bons, les PCR qu'on nous met dans le nez, Je là? m'en fiche. Ce qui est important et ce qui est massif là-dedans, c'est que 97% des tests faits sur bientôt 9 millions de tests, un échantillon gigantesque. Un Français sur 6. 97% des tests sont négatifs. Alors quand 97%, c'est en France. Au Québec, c'est 99%, 99,2,3%. C'est presque la totalité des tests qui sont négatifs. Et comme il dit, pour le reste des 3% en France, du 1% au Québec, ça tombe dans la marge d'erreur. C'est terminé! 97% des tests sont négatifs, excusez-moi, mais ça veut dire que les 3% restants, c'est inférieur à la marge d'erreur qu'on a sur le système. Écoutez, le virus, on nous démontre tous les jours, et ça crève les yeux, que le virus ne circule pas en réalité. Et que ce nouveau virus, ce virus émergent, a touché une grande partie de la population qu'il devait toucher au moment de la première vague, c'est-à-dire entre mars et mai. Oui, en gros. Oui. Et puis après, c'est ce qu'on observe tout le temps dans les épidémies. Il y a ce qu'on appelle une traîne épidémique et puis des cas sporadiques. Oui. Ces cas sporadiques ne sont pas... Tout épidémiologiste, c'est ça. On est dedans, là, actuellement. Oui, on est dans les cas sporadiques. Je me tue à le... C'est les cas sporadiques. Il n'y a pas de deuxième vague. Comme l'a dit Didier Raoult, c'est en forme de cloche et ça ne revient pas. Il n'y a pas de deuxième vague. Ce sont des cas sporadiques. Dans une deuxième vague, Mais là. absolument. Alors, écoutez, si vous voulez, la théorie de la deuxième vague est une théorie, c'est totalement folle. C'est une théorie sur laquelle repose l'intégralité de la construction qui a été faite. Si vous enlevez si vous voulez, ce concept, même pas un concept, c'est un postulat. Si vous enlevez ce postulat, tout s'écroule comme un château de cartes. Vous seriez Véran. Donc, tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils la maintiennent. Maintenant que la santé publique du Québec vient d'admettre qu'il s'agit d'une grippe, est-ce qu'on va être en mesure d'obtenir des excuses de tous ces journalistes qui nous ont traités de tous les noms, qui ont incité les membres de notre famille à nous haïr, à couper les ponts avec nous, à briser le lien social, à nous envoyer au goulag à Gagnon? Est-ce que ces gens-là vont s'excuser? Est-ce que Denise Bombardier va s'excuser de m'avoir traité de fêlé, de gourou, etc.? Est-ce que Isabelle Haché et Tristan Péloquin vont s'excuser de nous avoir traité de danger public alors que nous n'avons eu de cesse de répéter exactement ce que le docteur Rosenberg vient d'annoncer à la télévision au réseau anglais? Pourquoi nous, on serait des fêlés et des dangers publics, des gens qui auraient du sang sur les mains, alors que lui, le docteur Rosenberg, a le droit de dire exactement la même chose que nous. Et pas juste ça, quand on a dit ces choses-là, nous, à Radio-Québec, on s'est appuyé sur des faits scientifiques et on a fait parler des médecins. C'est pas sorti de notre tête, là, sorti de nulle part, là. On s'est appuyé sur des données scientifiques. Et là, regardez ici, là, suite à l'article du Devoir qui a été publié en fin de semaine sur moi, Pierre-Yves McSween. Ce qui me fascine présentement, c'est la croyance que le gouvernement mettrait le pays sur la paille pour un complot. Incroyable. Le gars, il n'a juste rien compris. Là. Il n'a rien compris. Il n'a jamais écouté aucune de nos émissions. On se fait rentrer dedans par des gens qui sont finalement des cruches absolues. C'est le vide intersidéral entre les deux oreilles de ces journalistes-là. OK? Alors, voilà. Donc, est-ce qu'on va obtenir des excuses un jour? Parce que plus on avance dans la pandémie, je veux dire dans l'épidémie, je ne veux pas dire la pandémie parce que ce n'est pas une pandémie, plus les faits nous donnent raison. Imaginez à quel point on va avoir raison dans un an. Est-ce qu'on va obtenir des excuses de ces gens-là? Maintenant, je veux juste dire à tous les ministres du Québec
hein, de François Legault, Geneviève Guilbeault, Jean-François Roberge, Éric Girard, Christian Dubé, Benoît Charette, Marguerite Blais, Simon Jolin Barrette, qui était un héros puis qui est devenu un zéro, François Bonnardel, Sonia Lebel, etc., toute la gang, Chantal Rondeau, là, qui jouent dans la comédie COVID en disant, genre, leur test est négatif, mais ils vont s'isoler quand même, tu sais, que ces gens-là, étant donné qu'on sait que c'est une grippe, puis les nouvelles commencent à sortir, il y a ce qu'on appelle l'imputabilité ministérielle. Vous comprenez ce que ça veut dire, l'imputabilité ministérielle? C'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de faire au Québec, toutes vous autres, là, et qu'éventuellement, il va y avoir des enquêtes sur votre responsabilité, Marguerite Blais, Daniel McCann, Geneviève Guilbeault, pour ce que vous avez fait aux Québécois pour juste une grippe, alors que maintenant, c'est officiel, on sait que c'est juste une grippe. Ça faisait longtemps qu'on le savait à Radio-Québec, mais là, on le dit à heure de grande écoute. Vous êtes tous responsables, Nathalie Roy, Caroline Proulx. Imaginez ça. Et ceux qui sont membres de la CAQ aussi, ceux qui ont des cartes de membres, là, éventuellement, là, il ne fera pas bon vivre avoir été membre de la CAQ et d'avoir défendu la CAQ dans ces années sombres, durant cette période sombre du COVID. Vous êtes tous responsables. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Arruda et avec ce que le premier ministre est en train de faire? La vaccination obligatoire qui s'en vient, on ne sait pas si c'est obligatoire, là, mais la vaccination de masse pour aucune raison pour la grippe. Et donc, ce qui est en train de se reproduire, c'est exactement comme ce qui s'était produit avec le H1N1. Je vais répéter ce que j'avais expliqué. Je vous invite à aller consulter cet article du Devoir, Pseudo-pandémie d'H1N1, alarmisme et gaspillage de fonds publics. C'est un article essentiel pour comprendre la pandémie actuelle, puisque ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement ce qui s'est passé en 2009 avec la pseudo-pandémie de grippe H1N1. Ce sont les mêmes mécanismes, les mêmes rouages, les mêmes acteurs pratiquement, avec la même chose, c'est-à-dire que des scientifiques ont critiqué cet alarmisme dans le British Medical Journal et dans un rapport déposé le 4 juin dernier à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. En présentant ce rapport, le député britannique Paul Flynn a affirmé que cette pandémie n'a jamais vraiment existé. C'est une fausse pandémie. C'était une fausse pandémie. Exactement comme celle qu'on vit présentement. C'est-à-dire que c'est une pandémie qui a une vie médiatique, mais qui n'existe pas sur le terrain. Okay? On vous a montré que les morts étaient... le nombre affiché de morts était bidon. C'est seulement 6% des morts qui sont morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité ou des gens qui ont été classés COVID par principe de précaution. Des gens qui sont morts de cancer. Je vous ai montré les vidéos de l'Illinois où est-ce qu'ils disent que t'es cancer, phase terminale, tu rentres dans les morts du COVID. Les hospitalisations sont bidons, les tests sont bidons, tout est bidon là-dedans. C'est exactement la même chose qui s'est passé en 2009. Donc, ça a été dénoncé, mais on a reproduit exactement les mêmes choses. On dit cependant, il dit dispersion n'égale pas pandémie. Parce qu'en 2009, l'OMS avait suspendu les règles habituelles pour déclarer une pandémie afin de permettre aux pharmaceutiques de vendre leurs vaccins. C'est toute une histoire de gros sous et de pharmaceutiques. Il n'y a plus de virus, mais on va permettre aux pharmaceutiques de vendre leurs vaccins. C'est-à-dire qu'on va ruiner toute la société française, belge, suisse, québécoise, tout le Québec Inc. On va procéder à des dizaines de milliers de faillites. On va détruire les restaurants, les bars, les gyms. Je veux dire, on va détruire tout le Québec Inc., les PME au Québec. On va accepter des faillites en cascade pour sauver et faire des profits à l'industrie pharmaceutique. Vous comprenez que c'est ça qui est en train de se passer là. C'est grave. Et là, je ne comprends pas comment ça fait que les entrepreneurs, les restaurateurs, les propriétaires de gym, etc., ne se liguent pas afin de poursuivre ce gouvernement qui est hors la loi, qui prend des mesures qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Donc, on dit, cependant, virus n'est pas équivalent à maladie. Eh oui, c'est ça. C'est pas parce que tu testes positif que tu es malade. Virus, donc allez lire l'article, il est fantastique. C'est la 3e fois que j'en parle. Virus n'équivaut pas à maladie. Et dispersion du virus n'égale pas pandémie. Exactement. Entre le virus et la maladie, il y a la capacité du système immunitaire des gens à composer avec le virus. Ben oui, ça s'appelle l'immunité collective, sauf que l'immunité collective, c'est l'antithèse du vaccin. C'est un ou l'autre. Puis là, ils ont décidé de nous garder bien frais avec les masques, la distanciation sociale pour vendre des vaccins.
Les données dont on disposait à la fin de l'été 2009 permettaient d'affirmer que la très grande majorité des gens n'avaient rien à craindre de ce virus. Même chose avec ça, le docteur Rosenberg vient de le dire, la majorité des gens n'ont rien à craindre du COVID. OK? Donc, facile de critiquer après coup. Certains disaient, on ne savait pas avant, ajouteront-ils, c'est faux. En août 2009, on disposait de chiffres démontrant clairement que l'épidémie d'H1N1 2009 en Australie était d'une sévérité comparable à la grippe saisonnière. Exactement comme la COVID. C'est exactement la même chose. Je vous dis, c'est un article qui a été écrit il y a comme 10 ans. Ça décrit exactement ce qu'on vit. Ce n'était pas une pandémie, mais une épidémie de grippe susceptible d'affecter des personnes, des catégories de gens qu'on aurait pu cibler et sensibiliser à des mesures d'hygiène. C'est exactement ce que le docteur Rosenberg vient de dire. OK? Et là, après ça, on termine avec les liens avec l'industrie pharmaceutique. C'est scandaleux ce qui est en train de se passer. On est en train de détruire le Québec pour qu'une petite poignée de personnes s'en foutent plein les poches. S'en foutent plein les poches. Et là, c'est à se demander si avec la virulence avec laquelle les journalistes s'attaquent aux gens qui ont des idées différentes, surtout les journalistes de TVA Nouvelles, là, c'est à se demander si Pierre-Carl Péladeau n'a pas des intérêts dans les compagnies de vaccins, vous comprenez? Je pose la question, est-ce que PKP, pour les Français, les Suisses, les Belges, là, lui, c'est comme un magnat de la presse ici, là, c'est comme Berlusconi, mettons, en Italie. Je veux dire, en termes de capacité d'influencer avec les médias, là, je ne veux pas nécessairement l'associer à la corruption. Mais la question, c'est est-ce que PKP, qui est propriétaire de Vidéotron, dont plusieurs d'entre vous utilisent les services, est-ce que PKP, qui paye tous ces employés-là, ces journalistes qui nous vomissent dessus à longueur de journée, est-ce qu'il a des intérêts dans les compagnies pharmaceutiques qui vont vendre Medicago, notamment ici au Canada? Okay? En tout cas, il fait de l'argent avec la COVID. On sait qu'il a, développé, Vidéotron a développé ce qu'on appelle le bracelet Radius. Hein, le bracelet Radius, qui est un bracelet que les compagnies peuvent utiliser pour contrôler leurs employés. C'est sur le site de Vidéotron. Allez taper ça, bracelet Radius. Hein, afin de maintenir la distanciation sociale, c'est-à-dire que si tu t'approches de quelqu'un, ça fait tut, ou quelque chose du genre. Mais c'est pas juste ça, c'est que le bracelet est intégré à une plateforme numérique, puis là, je suppose, je n'ai pas regardé toutes les fonctionnalités, mais que le patron peut savoir où sont ses employés à tout moment. Vous comprenez? C'est un bracelet comme les prisonniers là, qui ont les bracelets aux pieds, là. On surveille les employés. Et là, on est en train de rentrer dans... Vous avez vu ça à un moment donné dans la pandémie, ils ont tout déployé, le mécanisme de la technocratie, de la surveillance, les caméras thermiques, les drones, les bracelets de distanciation sociale. PKP a joué dans ce film-là. Celui que certains pensaient être le sauveur du Québec est en fait le fossoyeur, celui qui est le plus avancé dans, les mesures, la répression de la liberté de penser et aussi les mesures, ce genre de trucs-là, là, les bracelets de distanciation sociale, etc. Okay? Alors, watch out, Péladeau. Okay? Maintenant, je vous montre le clip d'Arruda qui nous a annoncé, qui annonce la vaccination. Ce n'est pas un clip d'une très bonne qualité. Généralement, j'essaie d'avoir des clips de bonne qualité, au moins avec un bon audio. C'est quelqu'un qui a filmé ça sur son ordinateur. Vous comprenez que ce sont des sessions Zoom privées. Et là, que Horacio Arruda a annoncé que la vaccination s'en venait indépendamment du nombre de morts ou d'hospitalisations qui sont en chute libre. Il n'y a pratiquement plus de morts ni d'hospitalisations. Vous savez ce qu'ils vont devoir faire au mois d'octobre? Là? Ils vont devoir encore recommencer à ne pas faire d'autopsie puis à rentrer des morts COVID. Là, genre tout le monde qui meurt, il va y avoir un test positif dans un CHSLD au 3e étage. Puis là, Mme Gingras qui meurt au 5e, ça va être... là, je ne veux pas dire Mme Gingras, parce qu'il y en a peut-être une vraie Mme Gingras, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mme X qui meurt, ou Monsieur un tel qui meurt à l'étage suivant, ou sur le même étage plus loin, ben, il va automatiquement être classé COVID, même si c'est un cancer, un AV. Parce qu'on invoque le principe de précaution. Et ça, c'est une autre chose. Ici, c'est ça, il terminait les auteurs, le collectif d'auteurs, qui est celui-là ici,
Richard Gendron, anthropologue spécialisé en santé, Pierre Biron, médecin retraité, ancien professeur de pharmacologie, Marc Zaffran, médecin et chercheur invité au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Ce sont des personnes réputées. Et donc, pourquoi ces gens-là ont eu le droit de dire ce qu'ils ont dit, qui est exactement ce que nous, on dit depuis le début de la pandémie, et que nous, quand nous, on le dit, on se fait traiter de complotistes alors qu'on tient exactement le même discours que le docteur Rosenberg et que ces gens-là. Expliquez-moi ça. Comment ça se fait? Vous voyez bien comment les médias ont militarisé le terme complotiste afin de tuer toute la pensée critique. Voilà. Alors, on dit ici, justement, à la fin du paragraphe sur l'influence de l'industrie pharmaceutique, on dit « Lorsque l'analyse de la situation est biaisée, l'invocation du principe de précaution est irrecevable. On ne peut pas justifier n'importe quoi à n'importe quel prix en invoquant l'idée de prudence. Or, c'est exactement ce que le gouvernement Legault et tous les gouvernements dans le monde sont en train de faire par principe de prudence, en utilisant la peur des gens et le principe de prudence. Ils inventent toutes sortes de règles tyranniques injustifiées, parce que là, on sait que toutes les règles, la distanciation sociale, le masque, toutes ces niaiseries-là sont totalement injustifiées parce que c'est une grippe. Et on est en présence, Marco Cyrino-Bellaire, si tu écoutes cette vidéo, d'un power grab du gouvernement. Okay? Je parle au journaliste du Devoir qui m'a interviewé. Je vous montre le clip d'Arruda qui dit que la vaccination s'en vient en dépit du fait qu'il y a, je veux dire, en l'absence de toute donnée scientifique réelle pouvant justifier la vaccination. Il se base sur rien, sur aucune donnée, aucun mort, aucune dangerosité, alors que le responsable du Centre des services de la santé publique de Montréal-Ouest dit le virus, c'est juste la grippe, ils invoquent la vaccination de masse. Je veux vous dire que, effectivement, quand on va avoir à vacciner beaucoup de gens en très peu de temps, on va avoir besoin, je vous l'ai dit, là, on va avoir besoin de beaucoup de gens pour faire de la vaccination. Et vous savez que les infirmières, c'est rare aussi. Elles vont devoir continuer à donner des soins. Et je pense que les hygiénistes devraient continuer à donner des soins aussi, là. J'en doute pas, mais compte tenu de votre expertise... Ce gars-là est soit un malade mental, soit vendu, fini aux pharmaceutiques. Une chose est sûre, c'est ce n'est pas un homme de science, c'est pas un médecin, parce que là, il vient de rompre son serment d'Hippocrate. C'est pas quelqu'un de confiance. OK? Voilà, donc... ça, c'est pour ici. Vaccination, on ne sait pas si elle va être forcée, mais vaccination de masse. Aux États-Unis, Trump a annoncé que le vaccin qui s'en venait ne serait pas obligatoire. À ceux qui m'ont dit « Trump, ton héros vient d'annoncer le vaccin », ça ne sera pas obligatoire. Je l'ai dit depuis le début que Trump allait dire. Parce qu'il y a des gens aux États-Unis qui veulent des vaccins. Les gens qui sont contre les vaccins, c'est une partie de la population, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui veulent se rassurer, il y a des personnes âgées qui veulent un vaccin et Trump leur a ouvert la porte, c'est-à-dire le vaccin va être disponible à ceux qui le veulent. Et moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce vaccin-là sera pas... il aura été vérifié et triplement vérifié par l'administration Trump. Alors, mais je vous montre le clip où est-ce qu'il annonce que le vaccin ne sera pas obligatoire. C'est pas Trump, c'est un responsable de la santé publique qui l'annonce. Now and the beginning of April, to which every American can have a vaccine. Sure, and what and I that think might we look may like. exceed those numbers even. Scott, do you want to discuss that quickly? Sure. As has been said many times. Là, il laisse parler son représentant de la santé publique. We have all the people that are involved in the actual vaccine distribution here, but we were just going through this. As of the end of the year, we will have over 100 million doses manufactured. The people who are in the prioritized list of including high risk, including first responders, will have the ability to take the vaccine. No one's being mandated to be vaccinated. Donc, les gens qui le veulent vont avoir la possibilité de le prendre. Personne ne va être obligé de le prendre. Ça, je vous avais dit que Fauci avait déjà dit ça. At the latest in January, and as we said yesterday, or I think yesterday, there will be hundreds of millions of doses. Voilà, donc le vaccin ne sera pas obligatoire aux États-Unis, en espérant que ce soit exactement la même chose ici. Maintenant, je veux dire, on parle de vaccin et la raison, en fait, la question c'est, étant donné qu'on sait maintenant que c'est juste une grippe,
un virus qui n'est pas plus dangereux qu'une grippe, c'est maintenant officiel, là. Pourquoi est-ce qu'on maintient la population dans la peur? Pourquoi est-ce que, c'est une autre question que le journaliste du Devoir m'a posée, pourquoi, à quel dessein le gouvernement agit de la sorte? Pourquoi on cache les choses aux gens, etc.? Parce qu'il y a, et je lui ai répondu, parce qu'il y a des mesures, un agenda international à dérouler. Puis là, il m'a dit, c'est de la conspiration. Non, c'est pas de la conspiration, c'est de la planification politique, lui ai-je répondu. Ben oui, on le sait, il y a plusieurs mesures qui sont extrêmement controversées, qui sont en train d'être mises de l'avant. Notamment tout le dossier de l'identité numérique qui a le potentiel de violer les droits des personnes, c'est-à-dire que le dossier de l'identité numérique, c'est-à-dire une carte d'identité numérique, biométrique, avec reconnaissance faciale, empreinte digitale, etc. Donc, une seule carte d'identité avec toutes nos informations centralisées et puis, je veux dire, c'est ça, validation biométrique, c'est discuté partout. Alors, on en parle dans différentes publications. Vous avez juste à taper identité numérique. Il y a plein de pays qui ont simultanément, le Québec, la France, j'ai regardé l'Angleterre, l'Australie, l'Allemagne, il y a plein de pays qui ont ce chantier de l'identité numérique, c'est-à-dire la biométrisation de l'identité, etc. Alors que personne n'en a parlé en élection. On n'a jamais voté là-dessus. Il n'y a pas de débat public. Alors que c'est gigantesque, il y a une potentielle atteinte aux droits et libertés. Je veux dire, on pourrait passer facilement, je veux dire, à l'état policier, l'état de surveillance. Il n'y a aucune discussion parce que les gens ont peur. Et là, on utilise la peur, on utilise le virus pour faire passer ça en catimini pendant que les gens sont terrorisés et ne posent aucune question. C'est comme ça qu'on manipule. Hein? Never let a good crisis go to waste, comme on dit. Je vous fais écouter... Je vous montre de quelle façon on utilise en premier le passeport d'immunisation, c'est-à-dire beaucoup de pays, on en parle ici, là, identifier les survivants de la COVID-19 et les exempter de confinement. Une bonne idée, et là, donc c'est Radio-Canada qui en parle, le passeport sanitaire. Je vous en ai parlé, je vous ai parlé que l'Union européenne, je vous ai dit que l'Union européenne voulait des passeports sanitaires et que ça allait permettre, ça allait créer deux classes de citoyens, ceux qui peuvent voyager, ceux qui ne peuvent pas voyager. Tout ça, évidemment, toute cette idée de passeport sanitaire est imbriquée dans l'idée d'identité numérique. Ça va ensemble parce que ce n'est pas un passeport sanitaire où est-ce qu'on écrit avec un crayon, là. Ça va sur ton identité avec ta biométrie, etc., pour certifier que c'est bien toi qui voyage, qui a eu l'immunisation, etc., avec probablement, peut-être éventuellement ton ADN. Graduellement, hein, c'est toujours les petits pas. Hein, c'est comme, éventuellement, on arrive à l'ADN. Donc, je vous montre, c'est déjà en train de se produire dans plusieurs pays. Au Chili, il y a plusieurs pays qui y pensent, mais l'Irlande, elle, est allée de l'avant avec ça. Puis je vous montre un clip de ce qu'on appelle le COVID Pass en Irlande, c'est-à-dire c'est un passeport sanitaire joint avec une identité numérique. Health Passport Ireland is created to protect our society and our economy. Built in Ireland by the RockU Group, the system uses the very best COVID-19 testing, combined with the latest mobile technologies. Health Passport Ireland is powered by proven and validated systems, allowing us all to take safer steps in our return to our normal way of life. Here's how it works. With Health Passport Ireland, everyone can now be tested for COVID-19 at any time, which helps to protect you, your family, our jobs, and our economy. Donc, je veux dire, ça ne vaut pas la peine d'être traduit. Je le laisse rouler parce que je veux quand même que vous voyez tout le clip. Mais essentiellement, ils expliquent pourquoi vous devez, avec le passeport COVID, vous allez vous faire tester et les résultats vont être disponibles sur votre cellulaire. Et après ça, votre cellulaire devient votre passeport COVID pour pouvoir circuler. Your COVID-19 test will be performed with highly accurate serological or swab tests. Your test is performed by a medical professional. After your COVID-19 test, an authorised healthcare administrator creates your Health Passport Ireland account. Your login details will be emailed to you immediately with a link to download your Health Passport mobile app. The authorised healthcare administrator securely updates your COVID-19 test results in your Health Passport. Once activated, you can easily display your COVID-19 status on your mobile. Alors, tu fais ton test COVID et après ça, sur ton cellulaire, tu as le passeport COVID
Et ton passeport COVID montre vert. Ton statut vert, c'est tu peux circuler. Ton statut orange ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que tu dois rester confiné à la maison. Rouge, tu es malade, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je sais, c'est quelque chose comme ça, là. Your health passport can be scanned if you wish, which helps protect those around us. Les policiers COVID ou les agents du gouvernement vont scanner ton cellulaire puis vont te dire si tu peux circuler ou non. Your COVID-19 status will efficiently display as green, amber, or red, dependent on your test results. This allows us to go about our daily activities in a safer way. We can all use Health Passport Ireland in many ways, such as travel, hospitality, education, healthcare, construction, office. Regardez les applications de ça. Construction, santé, au bureau, pour les voyages, pour l'éducation, c'est-à-dire pour les enfants, etc. C'est le contrôle social absolu. Entertainment, visits and much. Tu vas à un match de hockey, il faut que tu montres ton passeport COVID, ton identité numérique. More. Naturally, the validity of your COVID-19 test will expire over time, so an automatic reminder will be sent when it's time to be tested again. Et donc, on nous dit qu'il va falloir toujours se faire tester. Je vous dis que la pandémie est là pour rester. La distanciation sociale, tout ça, c'est là pour rester à jamais. C'est le nouveau système. Ils l'ont dit dans le magazine Forbes, ils expliquaient que les villes étaient en train d'être réorganisées en fonction de la distanciation sociale, les nouvelles constructions de restaurants en fonction de la distanciation sociale. C'est un truc permanent, c'est un outil de gestion des populations. Your status will move to amber when your test period has expired. Alors, parce que tu vas être bon pendant genre un certain temps, pendant 6 mois ou 1 an, puis après ça, il faut que tu ailles te refaire tester pour obtenir du vert. Vous comprenez? Ça, c'est en fonction maintenant. Health Passport Ireland does not use Bluetooth or track your location. This preserves your privacy. The systems can work in harmony with existing government contact tracing apps. When a vaccine Alors, c'est ça fonctionne avec les applications de traçage. Tu sais? Voilà. Available, your official vaccination status can also be displayed within your... Voilà. En tout cas, ça vous donne une bonne idée de ce qui s'en vient. D'où est-ce que tout ça a originé ou quel pays a été le laboratoire de tout ce système de gestion des populations, d'ingénierie sociale, de contrôle social? Eh bien, c'est la Chine, avec son système de reconnaissance faciale, de crédit social, etc. Je vous montre justement un clip qui nous fait un peu la démonstration de où on s'en va avec tout ça. Ils vont nous dire non, c'est sécuritaire. Vous savez comment c'est. C'est toujours, tu mets le doigt, puis après, c'est le bras qui y passe. Il faut rejeter ça, évidemment, mais je vous montre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, puis pourquoi ils utilisent le COVID, la peur, pour passer ces mesures liberticides. C'est pas juste liberticide, c'est des mesures qui nous amènent directement vers la dictature. Surveillé en permanence, chaque fait et geste scruté par des millions de caméras, capable d'identifier en quelques secondes n'importe quel visage. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. Ah, OK. Et là, vous allez dire, ben non, on ne se rendra jamais là. Pourtant, c'est le plus gros chantier gouvernemental actuellement au Québec. L'identité numérique avec reconnaissance faciale, biométrique, etc. Éric Kerr, qui est le ministre responsable de cette réforme, nous annonçait ça en grande pompe, je pense que c'est en juin ou en mai dernier. En France, il y a Alicem. Tous les pays ont quelque chose de similaire à ça avec une identité numérique et de la reconnaissance biométrique. C'est-à-dire que avec l'identité numérique dont on nous parle là, partout dans le monde occidental, France, UK, Angleterre, Allemagne, je veux dire Québec, etc., avec la biométrie, toutes les caméras qu'ils ont installées partout là, vont être capables de nous suivre en temps réel. Exactement comme en Chine, donc avec la reconnaissance faciale, ils vont avoir immédiatement accès à tout notre dossier COVID, savoir si on est malade, notre crédit, si on n'a pas payé nos contraventions. C'est Big Brother on steroids, là, sur des stéroïdes. Je vous montre Alicem en France. On s'arrête quelques instants à présent à 9h41 sur ce nouveau mot, Alicem. Alicem, retenez bien ce mot. C'est quoi? C'est une appli, c'est une application. Regarde le journaliste qui dit ça avec le sourire. Alicem, crétin. Tout simplement par le gouvernement. Bonjour Raphaël Grabli. Bonjour. Vous êtes avec nous. C'est les journalistes qui vendent Big Brother. Je m'excuse d'interrompre là.
Pour en parler, c'est quoi Alicem? Alors en fait, Alicem, c'est une application qui est en train d'être créée, qui va être déployée bientôt pour se connecter à tous les services administratifs en ligne. Ça va être comme un sésame numérique pour se connecter sur le site, comme, alors ça peut être l'assurance maladie, ça peut être les impôts, un peu comme ce qu'on a sur les sites avec les réseaux sociaux. On peut se connecter avec Google, Facebook. Et ben pour l'administratif, pour tout ce qui est officiel, on pourra se connecter avec Alicem. Et alors, ça va fonctionner comment concrètement? Alors de façon assez simple, en fait, il faudra la lier avec notre passeport parce que forcément, il y a une vérification d'identité. Donc, on va connecter l'application au passeport et ensuite, il faut qu'elle vérifie notre identité pour voir si le passeport n'est pas volé. Et donc, l'application va nous inciter à faire une sorte de selfie vidéo, à nous filmer avec notre smartphone. Reconnaissance faciale, il va falloir se filmer. Et va faire correspondre la photo avec cette vidéo. Et donc, c'est là où il va y avoir de la reconnaissance faciale. Ça va être automatisé pour savoir si, évidemment, on est la bonne personne et qu'on peut ensuite utiliser Alicem pour se connecter à tous les services administratifs. Et forcément, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que la reconnaissance faciale, c'est encore nouveau, même si, objectivement, on l'utilise déjà au quotidien avec nos smartphones, que ce soit avec Apple, avec Google, avec Samsung. Donc, c'est encore assez nouveau, même si on l'utilise. Mais en même temps, disons que contrairement à un mot de passe, la reconnaissance faciale, son visage, on ne peut pas en changer. Donc, s'il y a un piratage, s'il y a une faille de sécurité, forcément, ça peut poser problème. Et puis, on a aussi l'exemple à l'étranger, notamment en Chine, où il y a une grosse partie, quasiment toute la population, qui est surveillée par la reconnaissance faciale. Donc forcément, il y a un spectre de surveillance généralisée qui peut faire peur, mais on en est quand même encore loin avec ça. Il faut être... Mais on est encore loin de ça. On s'en va directement vers là, comme un train qui fonce à 200 km/h vers la dictature numérique. Présentement, il n'y a aucune discussion sur ce chantier politique, sur ce chantier gouvernemental. Les gens sont terrorisés par le COVID. Mais on se dirige vers là. OK? Je vous montre Éric Kerr qui parle de ça ici au Québec. On parle de Québec qui s'apprête à lancer le plus gros chantier informatique de son histoire pour doter chaque citoyen numérique d'une identité, si vous voulez, pour accéder à tous les services de l'État et peut-être même à des services privés. Éric Kerr, qui est le ministre de la Transformation numérique gouvernementale, est avec nous pour nous en parler. Bonjour, M. Kerr. Bonjour, M. Masson. Ça a l'air gros. Juste le titre de votre ministère, ça impressionne. Concrètement, cette initiative-là, donnez-nous quelques exemples concrets de ce que ça peut représenter. Écoutez, comme on le sait, le gouvernement du Québec veut faire un virage numérique, donc offrir l'ensemble de ses services de façon numérique. Mais pour faire ça, ça prend une porte d'entrée qui est l'identité numérique, qui va avoir, dans le fond, deux rôles majeurs. Le premier rôle, évidemment, c'est de permettre aux gens, de façon simple et conviviale, de consommer les services, mais qui va avoir aussi le rôle sous-jacent, non moins important, d'être capable d'identifier ces gens-là. Parce que c'est bien beau donner la prestation de service, mais encore faut-il la donner à la bonne personne sans mettre à risque les informations personnelles qui nous sont transmises. Donc, oui, c'est un chantier qui est extrêmement névralgique. Sans cette identité numérique-là, il n'y a pas de transformation numérique. Et donc, pour nous, c'est effectivement la pierre angulaire de la transformation numérique. C'est vraiment pour sécuriser les communications entre les citoyens et les différents partenaires. Puis je vous l'avais bien dit dans votre introduction, une identité numérique, si on veut qu'elle soit forte, si on veut qu'elle soit conviviale, il ne faut pas que ça soit exclusivement pour le gouvernement. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle aussi aux grandes associations municipales, FQM, UMQ. On parle aux partenaires de confiance dans le réseau privé pour qui cette identité numérique-là est un gros avantage. Voilà. Alors, ça ne sera pas juste pour les services gouvernementaux, ça va être dans le privé aussi. Quand vous allez, je veux dire, pour faire des achats, même, c'est le début de la, en tout cas, le début de la tyrannie, là, c'est, je veux dire, en tout cas, on s'en va vers ça. Et là, présentement, il n'y a aucun chien de garde, aucun journaliste ne parle de ça. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on est rendu, là. Tout ça est très, très, très grave. On nous impose une vaccination de masse qui ne repose sur aucun chiffre réel, alors que c'est une grippe, pour renflouer les pharmaceutiques et, je veux dire, au détriment de l'ensemble de la société civile, du Québec Inc., de toutes les PME. Toutes les PME au Québec souffrent, je veux dire, afin de pouvoir faire du profit aux actionnaires des pharmaceutiques. Est-ce qu'on prend la mesure de ce qui est en train de se passer là, présentement?
Et, je veux dire, en plus de faire ça, détruire la société civile pour faire du profit aux actionnaires des pharmaceutiques, on est en train de faire basculer la société dans le contrôle social total. Voilà, sans aucune discussion démocratique. OK? Voilà, alors les gens me demandent souvent pourquoi les gens, si c'est une grippe, pourquoi le gouvernement agit de la sorte? Vous avez eu 2 réponses dans ce web journal. Vous avez eu premièrement cette idée de renflouer les pharmaceutiques parce que c'est clairement ça. On n'a pas besoin de ce vaccin-là. Les seuls qui ont besoin de ce vaccin-là, c'est les actionnaires des pharmaceutiques. Puis le deuxième point, c'est, je veux dire, toutes les mesures, tu sais, les bracelets, la distance, le contrôle social qui est en train de se mettre en place. Là, c'est pas juste au Québec, c'est partout en Occident, sauf peut-être aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais juste rappeler une dernière fois que la santé publique au Québec a confirmé que la COVID n'est pas plus dangereuse qu'une grippe. OK? Voilà. Alors, à mettre dans votre pipe. On va remercier ceux qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci énormément. Merci du fond du cœur à tous les contributeurs. Vraiment, ça nous permet de continuer notre travail d'information de façon sérieuse et soutenue. Vous êtes des anges et vous permettez de rendre ce contenu disponible à l'ensemble de la planète. Merci à tous les piliers de Radio-Québec. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017 Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, sur virement Interac, Alexis@radioquebec.ca, avec comme réponse à la question de sécurité, Alexis. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'on a, en fait, moi j'ai remarqué ça aujourd'hui quand je regardais le... C'est ça ici? Ouais, le logo de Vidéotron. C'est les mêmes couleurs que Radio-Québec. Hein? Noir et or, noir et jaune, noir et or. Vous comprenez que avec la tendance actuelle, là, eux autres sont en train de perdre des profits, sont en train de fermer, renvoyer des journalistes, etc. Alors que nous, on est en croissance grâce à vous. Et que c'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur d'un renversement complet de la situation où est-ce que les anciennes structures, tombent en ruine et que des nouveaux systèmes d'information émergent qui contournent la censure et le narratif médiatique et qui informent réellement la population. Ils sont terrifiés. Et c'est pour ça que je dis qu'on a gagné parce que les tendances lourdes sont en notre faveur. Voilà. Alors, merci encore une fois à tous ceux qui nous appuient financièrement, c'est vraiment apprécié. Vous faites partie de cette espèce d'opération de bascule entre les médias, les nouveaux médias et les médias traditionnels. C'est pour ça qu'ils nous critiquent aussi beaucoup. Voilà. Donc, on est aussi sur Twitter. Si vous voulez nous rejoindre sur Twitter, c'est @Alexis_Cossette à Radio-Québec. Radio-Québec, voilà. Alors, on s'amuse beaucoup sur Twitter. Beaucoup de nos sources sont sur Twitter. On va retweeter souvent des vidéos. Vous pouvez les trouver là. Vous pouvez les télécharger sur Twitter. J'ai déjà expliqué comment. Voilà, question, commentaire. Il était long aujourd'hui, le web journal. Hein. J'avais pas mal de matière. J'en ai fait 2 en 3 jours. Question, commentaire. À ceux qui sont abonnés à Vidéotron, je répète que c'est en partie votre abonnement à Vidéotron qui paye les salaires de Richard Martineau et de ces gens-là. C'est un pensez-y bien. Richard Martineau apprécie beaucoup votre abonnement à Vidéotron. C'est ça que je veux dire. Il en dépend. T'sais. Où est Trudeau? On ne le voit plus. Ben oui, c'est ça. Ils sont tous maintenant, ils sont de toute façon, ils sont tous, ils se font tous tester. S'ils sont positifs, ils s'isolent. Puis s'ils sont négatifs, ils s'isolent aussi. Ça, c'est complètement ridicule. Pour une grippe, vous comprenez que c'est du théâtre. C'est carrément du théâtre, tout ça. Merci aussi à ceux qui font des prières pour Radio-Québec, parce qu'on sait que c'est important. Ça aussi. Est-ce qu'on a autre chose? Les autopsies en Italie, j'ai pas regardé ça. Ça fait 2-3 fois que le commentaire passe. À quand un web journal sur la situation aux USA? Oui, je sais. Mais je suis quand même pas...
j'ai beaucoup de choses à dire. Là. C'était quand même important, le web journal d'aujourd'hui. Il y a Ruth Bader, un commentaire peut-être en terminant sur Ruth Bader Ginsburg qui a rendu l'âme hier. Est-ce qu'elle a réellement rendu l'âme hier ou ça faisait un certain temps qu'elle était décédée et on gardait la nouvelle? Je sais, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est pas très important. Le fait est que maintenant, la Cour suprême, que Trump procède à une nomination ou non, la Cour suprême vient de basculer pas mal du côté de Trump parce que elle était déjà sous contrôle conservateur, quoique le juge en chef de la Cour suprême, Roberts, lui, ça fait plusieurs fois qu'il fait faux bond à Trump. Et donc, c'était bancal, son affaire. Là, avec la disparition de Ginsburg, même s'il ne la remplace pas, juste le fait qu'il manque quelqu'un du côté démocrate, disons-le comme ça avantage beaucoup Trump. Mais je vais retourner du côté américain, c'est juste que on va y aller. Ça fait beaucoup de personnes qui me le demandent. Là. J'ai l'impression d'être sous attaque. Il fallait que je sorte ça aujourd'hui, cette affaire-là de Rosenberg, là. Cette admission-là. Je n'étais pas pour parler de Trump alors qu'on vient finalement de dégonfler toute cette patente de COVID. J'avais dit aussi que le prochain web journal, j'allais le faire sur les causes de pourquoi le gouvernement continue avec la peur alors que tout est bidon. On a démontré que tout était bidon. Alors, je vais produire un vidéoclip du docteur Lawrence Rosenberg qui va être seul sur le taux de mortalité. Vous allez pouvoir le partager. Des fois, c'est mieux de partager les choses si je ne suis pas là. Ça passe mieux. Alors, je vais faire un clip avec la traduction qui sera facilement partageable. Et partagez aussi cet article-là, pandémie d'H1N1. Je veux dire, pour les gens qui vous traitent de conspirationnistes, ces gens-là, ces docteurs-là émérites vous donnent tous les arguments, toutes les informations, puis ce ne sont pas des conspirationnistes. Ça se partage facilement, cet article-là. Voilà. C'est bien pire que 1984. On est rendu plus loin que 1984. Là. Voilà. Autre chose? On va revenir aux États-Unis. Inquiétez-vous pas. Je sais, je l'entends beaucoup. Là. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Ça fait au moins un mois qu'on n'en a pas parlé, si ce n'est pas plus. Je t'ai envoyé un MP sur Messenger. Oui, peut-être une dernière chose pour dire que je n'ai pas pris beaucoup mes messages ces temps-ci. J'ai presque répondu à personne. C'est parce que je suis très occupé. Je vais m'y remettre là. OK? Alors, on se laisse là-dessus. On se revoit peut-être d'ici la fin de la semaine. Salut tout le monde.